une petite vidéo pour ceux qui n'étaient pas là en classe virtuelle le 12 mai. Donc la fois d'avant, on était resté avec cette question sans réponse. Comment expliquer le décalage entre le début de production de dioxygène par les cyanobactéries et dans l'eau, donc dans les océans, et le début d'apparition de dioxygène dans l'atmosphère, voilà, qui commence par ici, un peu avant moins 2 milliards d'années. Donc en gros, on a un bon milliard d'années entre les deux. Comment expliquer ce décalage qui n'est pas une paille, hein, 1 milliard d'années? Eh bien, une des réponses, enfin la réponse, c'est ça. Alors, ne pas confondre avec les sols rouges. Donc ce sont des qui arrivent beaucoup plus tard, les paléosols rouges. Là, ici, on est bien à 3 milliards d'années, un peu avant 3 milliards d'années. On est en Afrique du Sud et on a donc ces formations rouges. Qu'est-ce que c'est que ça? On se rapproche, on voit qu'il y a comme une succession, on regarde de plus près. Alors ce sont des structures qu'on a appelées des fers rubanés ou BIF en anglais. Le petit couteau est là pour donner l'échelle. Donc on a une alternance de bancs rouge, vraiment un très joli rouge, et puis du gris, un gris métallique. Alors ce gris métallique, eh bien, il l'est parce qu'il contient de l'hématite qui est du fer, donc de l'hématite pure quasiment, donc c'est du fer. Ce sont en fait la plupart des minerais de fer du monde sont ainsi. Ce sont des fers rubanés. Donc quand ils sont hydratés ou altérés, ils se colorent en brun rouge ici, voilà. Donc voilà pour les lits gris, et puis on a des lits roses ou rouge brique comme ici. Donc ce sont des lits qui sont constitués plus de silice avec une coloration rouge parce qu'il y a des traces de fer donc qui est oxydé. Donc fer rubané, alternance de lits de silice et d'hématite, donc d'oxyde ferrique, où le fer est sous sa forme la plus oxydée, Fe3+. Ce sont des formations sédimentaires marines. Alors, ces BIF sont la preuve qu'il n'y avait pas de dioxygène dans l'atmosphère de l'époque. Donc il va falloir comprendre cette phrase. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, d'abord, ils ne peuvent pas se former s'il y a du dioxygène dans l'atmosphère. Alors, il va falloir qu'on l'explique. Pour former de l'hématite, donc cet oxyde de fer en milieu marin, il faut que du fer ferreux, Fe2+, soluble, rencontre du dioxygène dans l'eau et Fe3+, précipite. Donc on a du Fe2+, on ajoute du oxygène, on obtient du Fe3+, et ce Fe3+, insoluble, précipite. Ce qui veut dire, alors on ne va pas s'occuper du dioxygène tout de suite, mais ce qui veut dire qu'il y avait du Fe2+ dans l'eau de mer. D'où est-ce qu'il vient ce Fe2+? Ce Fe2+, fer ferreux, soluble, provient en fait donc de volcanisme ou d'hydrothermalisme, ça peut être sous-marin, mais surtout de l'altération des continents. Voilà, un schéma que vous avez peut-être déjà vu. Donc les continents qui sont altérés, l'érosion emporte tout ça, etc. Il y a les fleuves qui interviennent. Donc tout ça arrive dans la mer. En quoi donc la présence de Fe2+ ici, apportée par altération, érosion, transport dans la mer, en quoi cette présence dans la mer de Fe2+ montre qu'il n'y a pas de dioxygène dans l'atmosphère. Au moment où il arrive, il n'y avait pas donc de dioxygène dans l'atmosphère. Eh bien, en fait, c'est que pour arriver sous forme de Fe2+, donc soluble dans l'eau, il a fallu que cet ion ne rencontre jamais de dioxygène dans l'atmosphère. Sinon, il aurait été oxydé. Et donc, il aurait été insoluble. Ce qui veut dire que l'atmosphère de l'époque, pour que du Fe2+ arrive dans l'eau de mer, il fallait que l'atmosphère soit réductrice, qu'elle ne contienne pas de dioxygène. Autrement dit, on peut écrire, s'il y a formation de BIF, alors l'atmosphère est réductrice. Pas de dioxygène dans l'atmosphère.
Par contre, on avait vu cette égalité, donc à ne pas confondre, si on a des paléosols rouges, alors l'atmosphère était oxydante. Je vous rappelle, les sols, donc c'est ce qui se forme au niveau des continents, et ça n'a rien à voir avec des roches marines, sédimentaires marines. Donc, on a vu que les bifs étaient la preuve qu'il n'y avait pas de dioxygène dans l'atmosphère de l'époque, au moment où ils se sont formés, mais pour se former, ils exigent quand même du dioxygène. Et où est-ce qu'ils en rencontrent? Eh bien, évidemment, c'est dans l'eau. Donc, quand on a des formations de bifs, on sait qu'il y avait à cet endroit-là du dioxygène dans l'eau. Alors au départ, enfin les plus vieux gisements de fer rubané sont un peu répartis un petit peu dans le monde, enfin ils ne sont pas très très abondants, ce qui veut dire qu'il y avait seulement certains endroits, des oasis, des îlots, où il y avait donc du dioxygène. Donc en fait il y avait des stromatolites par-ci par-là, il n'y en avait pas partout dans le monde, dans toutes les mers du monde. Petit à petit donc ça a changé. Donc ça correspond à l'étape qu'on vient de voir. Donc les stromatolites sont devenus de plus en plus nombreuses et les gisements de fer rubané sont devenus également plus nombreux. Donc dès que le dioxygène est produit par les cyanobactéries, eh bien cet oxygène est capturé par tous les éléments réduits qui sont dans l'océan, qui ont eu le temps de s'accumuler puisqu'il n'y avait pas d'oxydant à ce moment-là. Donc petit à petit, tout ce qui est à l'état réduit est capturé et l'oxygène peut peu à peu s'accumuler au moins à la surface de l'eau, là où il y a des stromatolites. Mais l'atmosphère est toujours réductrice puisque le dioxygène s'accumule relativement peu dans l'eau. Mais ça va changer, donc au fur et à mesure du temps, l'oxygène est produit et n'est pas capturé et peut donc s'accumuler dans l'atmosphère qui est en interface avec l'eau. En dessous, au fond des océans, il peut rester une atmosphère réductrice, mais peu à peu, le dioxygène produit par les êtres vivants, qui vont être de plus en plus nombreux, va oxyder le reste des océans. Du coup, ici, puisque l'atmosphère est devenue oxydante, il ne peut plus y avoir de Fe2+ apporté par l'érosion. Le fer est oxydé sur les continents et donc on a les fameux sols rouges qui commencent à se former. Évidemment, et puisqu'il n'y a plus d'apport d'éléments réduits dans les océans de Fe2+, on n'a plus les gisements de bif qui se forment. Alors, comme l'oxygène est produit, eh bien, on peut avoir à ce moment-là des eucaryotes qui inventent, entre guillemets, donc la respiration. Au passage, l'oxygène va tuer une quantité d'êtres vivants qui ne le supportent pas. Un résumé qui est dans votre livre, donc les 3 grandes étapes, avant, pendant l'oxygénation de l'eau et après, une fois que c'est terminé. Donc ici c'est pendant qu'il y a la formation des fers rubanés et là après, et là on a formation des sols rouges. Donc ici atmosphère réductrice, le dioxygène est produit par les cyanobactéries qui sont à la surface des stromatolites. L'eau, enfin dès que le dioxygène va dans l'eau, il capture du Fe2+, qui donc forme ensuite de l'oxyde ferrique qui vient sédimenter ici et forme les fers rubanés. Une fois qu'il n'y a plus rien à oxyder dans les océans, eh bien l'oxygène peut s'accumuler tranquillement. S'y accumule tranquillement et on a la formation des sols rouges. Voilà donc dans le temps, avant en gros 2 milliards d'années, des fers rubanés, l'atmosphère était réductrice, l'oxygène était uniquement dans l'eau. Enfin, dès qu'il était produit dans l'eau, il était capturé par des éléments réducteurs. Après 2 milliards d'années, les fers rubanés ne peuvent plus se former. Il n'y a plus d'éléments réducteurs réduits dans l'eau. Et les couches rouges, donc, se forment, elles, au contraire, puisqu'on commence à y avoir de dioxygène dans l'atmosphère. Ici,
on a la quantité de dioxygène dans l'atmosphère par rapport à la quantité actuelle qui est ici à 1. Alors, bon, on a ce qu'on a vu, hein, d'abord une atmosphère longtemps réductrice, et puis autour de 2 milliards d'années, on a une augmentation du taux de dioxygène, et on arrive petit à petit à la quantité actuelle. Alors, on passe ici juste 5 minutes sur cet épisode-là, où donc on est au Carbonifère, et on pense qu'à cette époque-là, alors des fois c'est un peu moins, il y avait un pourcentage de dioxygène supérieur à ce qu'il y a maintenant. Des fois c'est 25-35% de dioxygène, hein, pas mal de points d'interrogation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on avait des insectes géants. Alors, quel rapport? Eh bien, certains pensent que ces insectes géants n'ont pu exister que parce qu'il y avait plus de dioxygène dans l'atmosphère que maintenant. D'autres pensent que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prédateurs sur les continents. La vie ne s'était pas installée depuis très longtemps sur les continents. Donc, les insectes étant parmi les premiers à s'y être installés. Donc, cette grande libellule qui faisait quasiment 70 cm d'envergure n'avait pas beaucoup de prédateurs. Donc, quand des espèces ont peu de prédateurs, elles ont tendance à augmenter en taille. Alors, au Carbonifère, on l'avait vu, cette époque-là, Carbonifère, donc charbon, c'est de cette époque que datent la plupart des gisements de charbon, en tout cas les gisements européens. Ils sont dus à des grandes forêts qui se sont développées à l'époque, des forêts de fougères, et ce sont elles qui sont responsables donc de ce surplus, on va dire, de dioxygène dans l'atmosphère. Il y avait plus de dioxygène produit qu'il n'en était consommé. Une illustration, évidemment, hein, c'est pas... Alors voilà le fossile, le fameux fossile, donc qui faisait 68 cm d'envergure. Ici, un schéma qui est intéressant parce qu'on a les camemberts et qui donne donc les pourcentages. Et on voit donc que, par exemple, si on regarde le diazote, on n'en a absolument pas parlé de ce gaz pendant le cours, il était à 5% ici, et simplement du fait que les autres ont disparu, en tout cas l'eau, le dioxygène, le CO2, le CO2 a quasiment disparu, l'eau et le CO2 ont quasiment disparu de l'atmosphère, et du coup, ils se retrouvent ultra majoritaires d'abord. Enfin, ils se retrouvent ultra majoritaires, quasiment plus de 95% ici, mais petit à petit, le dioxygène fait son apparition et sa quantité est réduite. Alors là, il y avait 10% de dioxygène, donc il était à 90%. Maintenant, le dioxygène est un peu plus abondant, donc 21%, et le diazote, 78%. Voilà, donc au passage, on voit que la pression atmosphérique a très nettement baissé depuis le début. Donc il y a moins de gaz dans l'atmosphère, beaucoup moins de gaz dans l'atmosphère qu'au début de la formation de la Terre. On a les grandes étapes, la respiration mitochondriale avec des eucaryotes, la vie pluricellulaire. Vous voyez que c'est tard sur l'échelle des temps géologiques. Et puis donc le Carbonifère, si on devait le placer, il est il est par là. Donc voilà, c'est une période qui nous paraît très très ancienne. À l'échelle de la Terre, elle ne paraît pas si loin que ça. Sur ce graphique que l'on a déjà vu, on revoit donc les principales variations des teneurs en gaz. J'en ai vu. Alors le diazote n'est pas marqué, lui, sa teneur augmente en fonction ou baisse en fonction des autres. Alors ce qui m'intéressait, c'est de relativiser un petit peu ce qui va se passer dans les années à venir. On va avoir des toutes petites variations de CO2 par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Mais ces toutes petites variations de CO2 vont avoir de grosses conséquences sur l'homme et la vie de l'homme, puisqu'on est réparti à la surface et que le climat, à la surface et à notre échelle, risque de beaucoup changer. Ce réchauffement climatique rapide sera également responsable de la disparition de très nombreuses espèces, et s'il y a eu des crises biologiques dans le passé, c'est-à-dire des extinctions massives d'êtres vivants dont nous n'étions pas responsables, l'homme est responsable en ce moment d'une extinction massive.
de par le grignotage du territoire des autres espèces, hein, l'homme s'installe partout, et de par le réchauffement climatique que l'on va imposer à tout le monde. Voilà.